Bonsoir à tous, bienvenue dans Made in Africa, votre magazine 100% économie africaine. Ce numéro sera consacré au marché de l'huile raffinée. Le continent africain produit chaque année plus de 17 millions de tonnes d'oléagineux, les plantes destinées à produire de l'huile. D'ici à 15 ans, on estime que 3 millions d'hectares de terres africaines pourraient être dédiés à la culture de l'huile de palme, soit 2 fois plus qu'aujourd'hui. Les habitudes alimentaires bougent, la demande pour des produits transformés et des plats préparés est en constante progression et la consommation d'huile de palme devrait particulièrement en profiter. Elle devrait ainsi grimper de plus de 60%. Au sommaire ce soir, le marché de l'huile raffinée est-il un marché en pleine croissance? Nous avons enquêté sur ce secteur, dominé par 2 marques d'huiles alimentaires, Dinor le leader et Aya le challenger, qui en moins de 2 ans a réussi à gagner 16% de ce marché. Alors, l'huile Made in Côte d'Ivoire est-elle une huile de qualité? Comment est-elle fabriquée? Quelles astuces marketing utilisent les sociétés pour vous séduire? Et puis nous irons au Mali, dans la ville de Koutiala. Une vingtaine d'huileries se partagent le marché de l'huile de coton. Vous verrez comment, suite à la fermeture de l'entreprise publique Huicoma, des entrepreneurs se sont improvisés huiliers, créant ainsi 3000 emplois. Et sur le plateau, nous traiterons avec nos invités représentant l'État et les consommateurs des diverses problématiques. Huile raffinée, quel avenir pour ce secteur? L'huile de palme se retrouve partout, dans la margarine que nous consommons, dans les biscuits ou même le savon. Elle est partout sans que vous le sachiez forcément. Mais ce soir, nous allons nous intéresser plus particulièrement à l'huile alimentaire. Pas une cuisine qui n'en possède. Pour cuire le riz, frire du poisson ou manger de l'attiéké, il faut de l'huile. Si pour les ménages, l'huile est un simple aliment, pour les acteurs et les professionnels du secteur, cette denrée alimentaire représente une mine d'or. En Côte d'Ivoire, les principaux acteurs sont d'un côté le leader, Sanya, qui occupe 80% du marché avec 3 marques d'huile, dont la plus célèbre est Dinor, et de l'autre, Sarsi, arrivé sur le marché fin 2014 et qui détient une part de marché de 16% avec son huile Aya. À elle deux, elle représente un chiffre d'affaires de plus de 300 milliards de francs CFA. Sur ce marché, toutes les stratégies sont bonnes pour séduire le client. Or, comme dans tous les secteurs attractifs, certains ne respectent pas les normes. C'est le cas des contrebandiers qui profitent de la hausse des prix des marques pour introduire frauduleusement sur le marché des huiles à l'origine et à la composition douteuse. En principe, l'huile de palme raffinée devrait être composée de 99,2% d'acides gras, 0,5% de vitamines A et E et 0,3% d'eau. La concurrence se joue donc sur le terrain de la qualité, mais aussi du marketing et des stratégies d'influence. L'huile raffinée, un marché en pleine croissance, c'est un reportage de Jean-Louis Bongo, Oumar Yameogo et Noël Kouakou. Quartier populaire de Yopougon. La majeure partie de la population achète son huile sur les marchés. 2 marques, 100% ivoiriennes, se disputent la clientèle, Dinor et Aya. La huile, elle fait en combien? 100 francs, 50 francs. Et ça? Ça, c'est de Mikasa. Et ça là? Ça, c'est 450. Encore, il y a mis 100 francs dessus. Les comme c'est augmenté un peu là, voilà pourquoi on a mis 50 francs dessus. Et ça? Ça, 350 maintenant. Avant, là, sinon, c'est 300. Comme il a augmenté un peu là, donc il faut que nous-mêmes augmenter un peu pour avoir quelque chose. Et ça là? Ça, c'est 4500. Non, Non, n'a pas. Ça, c'est 3750. Ça, là, ça fait 3750 aussi. C'est le même prix. Aya Dino, là, tout c'est le même prix. Dinor, présente sur le marché depuis plus de 50 ans, a longtemps été l'une des seules marques d'huile raffinée 100% ivoirienne. En 2014, une petite nouvelle fait son entrée dans le business, l'huile Aya. Le Challenger produit 70 000 tonnes d'huile par an, soit 4 fois moins que le géant Dinor. Nous avons demandé à Sanya, détenteur de la marque Dinor, de tourner dans leurs locaux. Seul Sarsi, propriétaire de la marque Aya, nous a ouvert ses portes. Vous avez quelle quantité à faire aujourd'hui? On a les 0,90 à faire. Quelle quantité? La quantité,
On est autour de 35 000 bouteilles. Normalement En 7 heures. Et vous êtes à combien? Actuellement, nous sommes à 15 000 environ bouteilles. Vous pensez pouvoir atteindre l'objectif jusqu'à la fin de l'heure? Oui, jusqu'à la fin de l'heure, c'est possible. Si on n'a pas de soucis techniques, logiquement, tout devrait rentrer dans aller mieux. En entrant sur le marché, nous avons compris que ça allait être vraiment compliqué. Donc nous avons vraiment mis toutes les chances de notre côté. En ce qui concerne le choix de notre bouteille, les conditions de production, nous avons pris aussi la capacité en conséquence. Nous avons fait aussi attention à la qualité du produit final. Pour fabriquer son huile et installer sa marque, Aya, Sarsi a tout simplement débauché des salariés de chez Sania, son concurrent. L'huile Aya, quelle est sa particularité au niveau de sa composition qui pourrait faire la différence avec les autres huiles qui sont sur le marché? Selon les études de marché qu'on avait faites, ce qui nous revenait le plus souvent, c'est surtout la clarté de l'huile. Donc on a beaucoup insisté, on a tout mis en œuvre pour déjà choisir une usine qui a une technologie de dernière génération. Environ 2,5 milliards de francs CFA investis dans des machines de dernière génération. En 2015, Aya est récompensée pour sa qualité par les consommateurs africains. Elle est élue label d'or. Joseph, le directeur de l'usine, a largement participé à l'installation de cette marque. Comment ça se passe quand on arrive sur un marché ultra concurrentiel comme le marché de l'huile de palme? Sur le marché, nous nous sommes rendus compte que beaucoup plus de consommateurs étaient en train de migrer vers les huiles de tournesol, les huiles un peu plus légères, parce qu'ils n'avaient pas confiance à l'huile de palme. Il y avait eu une mauvaise communication que l'huile contiendrait un peu de cholestérol. Il y a eu dans le monde entier tout un tollé là-dessus. C'est pourquoi déjà en entrant sur le marché, nous avons proposé une huile beaucoup plus limpide, beaucoup plus raffinée. Tirée des graines de palme, l'huile Aya contient 99,2% d'acides gras, 0,3% d'eau et 0,5% de vitamines A et E. Hervé et sa directrice de laboratoire, des anciens de chez Sania, veillent scrupuleusement à la qualité de la marque. 24 personnes travaillent dans ce laboratoire. Comment se passe la dégustation aujourd'hui? C'est pas rose, c'est pas acide, c'est pas neuf. Qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui? Nous sommes dans la neutralité au niveau du goût. Si je te demandais de me noter ce produit aujourd'hui, tu auras quelle valeur? Aujourd'hui, pour écouter les notations, je vais lui donner la note 9. Ça m'est rassuré. La valeur de 9, c'est quoi? Ça représente quoi? C'est une échelle de 10. 9, c'est une échelle de 10. Il y a des numérotations, il y a des critères. Quand on te donne 9, ça veut dire que le produit il est très bon. Voilà. Alors, madame, vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que vous avez donné 9 à ce produit? 9, d'abord, la couleur de l'huile. C'est un des critères de notation. Comment on appelle ça? L'aspect. Il est bien fluide, il est limpide. Et puis, bon, le goût. On ne sent pas de ranci, on ne sent pas aussi non plus l'odeur de l'huile de palme. C'est quoi le ranci? Tu peux expliquer un peu? Bon, ranci, c'est une mauvaise odeur due à la dégradation de l'huile. Ça donne carrément un autre parfum. 200 tonnes d'huile sont produites chaque jour pour inonder le marché africain. L'huile Aya est vendue au Burkina Faso, au Mali, en Guinée-Conakry, au Sénégal, au Niger et au Ghana. En à peine 2 ans, cette marque d'huile a réussi à s'imposer sur un marché détenu à 80% par Sania, propriétaire des 3 marques d'huile. Sarsi, propriétaire d'Aya, détient désormais 16% du marché et 4% sont détenus par des huiles importées et la contrefaçon. La guerre des huiles se passe dans les rayons des supermarchés, comme nous l'explique Laurent Sauvage, directeur de cette surface. Les Ivoiriens consomment à grande majorité de l'huile de palme. C'est aussi une huile régionale, une huile fabriquée en Côte d'Ivoire. Donc on met des petites indications comme quoi c'est un produit qui est fabriqué en Côte d'Ivoire. Ensuite, donc, on attaque sur des huiles d'importation. Les huiles d'importation, c'est tout le restant du rayon. Donc ils sont classés, comme je vous disais, avec ce pôle tournesol, ce pôle bien-être. Ensuite, on va avoir un pôle friture
Donc les huiles à friture, qui sont des huiles végétales, arachides beaucoup. Et puis ensuite, on va avoir le pôle huile d'olive, qui est de plus en plus vendu. On avait de très petites ventes au départ quand on s'est implanté en Côte d'Ivoire, et c'est en train vraiment de prendre. On a de plus en plus de ventes d'huile d'olive avec des huiles aromatisées et des huiles plus ou moins douces, plus ou moins fermes en huile d'olive, donc avec différentes origines et différentes marques. Dans ce rayon, 50 références d'huile. Et tout est calculé. Chaque produit a sa place, chaque marque a son positionnement. On va effectivement mettre plutôt les produits plus chers en hauteur et les produits les moins chers en bas. Pourquoi ? Simplement parce que ça définit en fait un ordre logique de prix. On met en place les produits qu'on vend le plus plutôt à la facilité des clients. Et les produits qu'on vend un petit peu moins plutôt en bas. Et le prix entre les deux huiles ? On va comparer la 3 litres Taillac à 2725 et 2750 pour la Dinor. Et alors le fait que Dinor soit à portée de main ? C'est la plus vendue, donc à un moment donné, il faut en mettre une aussi, une plutôt en haut et une plutôt en bas. On essaye de mettre aussi nos produits à hauteur des yeux, pour essayer de les vendre un peu plus aussi, qu'ils se voient plus, ce qui est logique. Sachant que ce sont vraiment des produits au niveau de la main et des yeux et de la main, enfin, ce qui est facile à appréhender en fait. D'accord. Ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Ce sont des détails marketing. C'est plutôt un détail marketing que notre enseigne met en place, effectivement. Un détail marketing? Pas vraiment. Pour mettre un produit en avant et assurer ses ventes, il est important qu'il soit à portée de main et visible. Dans ce magasin, l'enseigne met en avant sa propre huile. Est-ce que vous vendez plus de bouteilles avec votre propre marque à vous, de votre enseigne? Oui, pourquoi? Parce que déjà, la marque Carrefour a une très forte image de notoriété en France et une très forte image de notoriété en Côte d'Ivoire. Donc naturellement, les gens ont confiance. Confiance en la qualité Carrefour, confiance en la qualité de nos produits. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on en vend aussi énormément. Et c'est un excellent rapport qualité-prix. C'est-à-dire que c'est la même qualité en fait naturellement, puisque ça sort des mêmes usines, la même qualité que des marques nationales à des prix quand même beaucoup plus bas. Notre enseigne est une des rares, je crois même, parce que c'est la seule à marquer son nom sur ces marques de distributeurs. Ça s'appelle une marque de distributeur. Il y a les marques nationales, donc qui sont des marques de société, et les marques de distributeurs qui sont les marques d'une enseigne. Donc nous, on est un des rares, et voire le seul, à marquer le nom de notre enseigne sur le produit. Donc déjà, on s'engage. En mettant le nom, c'est qu'on est sûr de la qualité des produits. D'accord, mais alors vous l'achetez où cette huile, vous? Toutes les huiles de marque distributeur, naturellement, on n'a pas d'usine. Nous sommes que des distributeurs. Et donc, on achète l'huile à des gros groupes industriels qui fabriquent les mêmes huiles que vous trouvez en rayon. Il n'y a pas... D'accord, mais celle-là, par exemple, colza et olive, tournesol, qu'est-ce que vous avez d'autre? On a un petit peu de tout, colza, tournesol, on a... l'huile de pépin de raisin. Alors, qui vous fournit cette huile? Malheureusement, vous comprenez que je ne peux pas le dire, puisque sinon, il y aurait le nom déjà sur la bouteille. Donc, c'est en fait, les grosses usines, les gros industriels, les industriels fabriquent les huiles pour les marques de distributeurs, mais naturellement, ne divulguent pas la provenance de l'huile. Mais ces industriels, ils se trouvent où? Dans les mêmes endroits. En Côte d'Ivoire? Non, en France, c'est vraiment des huiles d'importation. Grâce à cette surexposition, l'enseigne multiplie par 3, voire 5, les ventes de son huile. Dans ce supermarché, c'est l'huile Aya qui est mise en avant. Alors monsieur, vous prenez directement Aya? Oui. Pourquoi? Bon, c'est mon choix. C'est une huile qui est raffinée. Très bien. Et vous avez une autre marque en dessous? Dinor, je dis Dinor, mais de temps en temps, mais je préfère Aya. Pourquoi? Aya a été l'une des meilleures huiles de l'année. Donc, moi, je préfère la qualité. Puisque c'est reconnu que c'est la qualité, je préfère la qualité. Voilà. Et celle-là? Là, ça, c'est pour moi, là. Ouais. Ça, pour les cholestérol. Vous pouvez nous montrer? Ouais, l'huile.
tournesol. D'accord. Il n'y a pas de cholestérol. D'accord. Quand on prend de l'âge, je peux éviter... Donc vous prenez les deux huiles? Oui, les deux huiles. Ça, c'est pour moi, les autres, c'est pour la famille. D'accord. Ouais. Les clients, ils prennent, ils essayent. Ouais. Ce qu'ils trouvent mieux, ils reviennent. Ouais. C'est naturel. Mais quoi qu'on dise, ce gérant de magasin, si Aya est aussi visible, c'est que les propriétaires de cette marque sont également propriétaires de ce supermarché. La marge qu'on peut faire sur un produit local comparé à un produit international. Nous, on peut faire par exemple des 4%, des 5% maximum pour l'huile, des litres de l'huile par exemple. Donc, parce que chez nous, chaque magasin, on fait un produit d'appel. On fait ça une petite marque. Les clients, c'est pour les grands consommateurs. D'accord. Tout le monde consomme de l'huile. Bon, on fait un peu moins cher par rapport aux autres. D'accord. Même les autres, hein, même les Dino, même les autres, on fait un peu. Et sur les produits importés, oui. Les marges aussi, ce sera dans les 10%. Là, la marge est plus élevé, importante. oui. Plus importante. Donc là, par exemple, sur l'huile de tournesol que le monsieur vient de prendre, Oui. elle coûte 1850. 1850 francs CFA. Dessus, vous prenez 10%. Le reste est reversé à la marque. C'est ça. Et vous en vendez beaucoup? Bon, pas trop. Pas trop. C'est juste un petit peu. Ça sort surtout chaque zone ou bien chaque département, il y a l'huile qui sort par rapport à l'autre. Bon, nous pouvons ici, l'huile qui sort plus beaucoup, c'est l'huile Aya. En fait, ça sort bien, ça marche bien, les gens ils sont aimés. Bon. Ça représente quel pourcentage de votre chiffre d'affaires, ce rayon? Bon, près des 10% aussi de chiffre d'affaires. 10% du chiffre d'affaires? 10% du chiffre d'affaires, oui. C'est un produit qui sort tous les jours. Oui. Tous les jours. Il y a des clients qui prennent, c'est pas comme le sel, un jour qui prend, un jour qui ne prend pas. Mais l'huile, toujours, les consommateurs, il a besoin. Un business intéressant qui a donné des idées à certains. Sur ces chantiers inachevés, des dizaines de bidons arrivent chaque jour de Malaisie. Qualité douteuse, hygiène redoutable, cette huile subit des transformations approximatives, puis elle est mélangée à des huiles des marques pour ensuite être revendue sur les marchés. Un business qui échappe aux autorités, mais qui rapporte gros à ses vendeurs. Le litre se vend 400 francs CFA. Il est revendu à 1000 francs CFA en moyenne, soit 600 francs CFA de marge par litre. Ses clients, des vendeuses de plats cuisinés. Retour chez Sarcy, le Challenger. Quand on crée une entreprise, quand on sort un nouveau produit, on a des objectifs. Vous avez un grand patron, hein, il a dû vous dire dans 5 ans on doit être là, dans 2 ans on doit être là, dans 3 ans on doit être là. Là, ça fait 2 ans. Oui, ça fait déjà 2 ans et je peux vous dire que l'objectif que nous sommes fixés pour les 2 premières années, nous les avons atteints. Et aujourd'hui, ou dépassés? Nous les avons atteints à la première année. À la deuxième année, nous avons légèrement dépassé. Et là, pour la 3e année, nous visons encore plus haut. Des objectifs en termes de productivité, des objectifs en termes de qualité de produits et en termes de représentation dans la sous-région, un peu partout, nous en avons des objectifs commerciaux. Et je vous assure que nous sommes très ambitieux. Nous sommes très ambitieux. Et donc, pour les années à venir, nous ferons beaucoup de choses. Donc, Dinor peut se faire du souci. Il y a encore du marché, il y a encore vraiment une grande part de marché pour tout le monde. La sous-région n'est pas couverte, la Côte d'Ivoire n'est pas totalement couverte. Et donc, chacun peut avoir sa part de marché. Maintenant, Dinor, pour avoir exercé pendant 60 ans seul, c'est sûr qu'elle va se sentir un peu titillée, bousculée. Mais je pense que pourvu que chacun travaille, c'est le consommateur qui va s'en réjouir. Quand on est challenger, son rêve, c'est quoi? Ça dépend du sens que nous donnons au mot leader. Aujourd'hui, nous avons une capacité de 200 tonnes jour. Notre concurrent a une capacité de 1500 tonnes jour. Alors, si être leader, c'est la productivité, vous voyez que nous sommes très loin de les atteindre. Mais si être leader, c'est de pouvoir vendre tout ce qu'on produit, je pense qu'on sera leader très bientôt. Pour ne pas dire que peut-être que nous sommes leaders déjà.
Joseph, le directeur de l'usine, n'est pas peu fier de la croissance de l'entreprise. L'huile de palme en Côte d'Ivoire a encore de beaux jours devant elle. Le marché est loin d'être saturé et elle reste l'huile préférée des consommateurs. Retour sur ce plateau avec nos invités, Monsieur Yapi Georges Kwasi, directeur de la métrologie, du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes. Bonsoir monsieur. Bonsoir chef. Et Monsieur Marius Komoé, président de la Fédération des associations des consommateurs actifs de Côte d'Ivoire. Je l'ai bien dit. Oui. Bonsoir monsieur Komoé. Avant de commencer, eh bien, comme vous avez pu le voir dans le sujet, tout d'abord, je tiens à rappeler que dans un souci d'équité, nous avons demandé à Sania, filiale du groupe Sifka, propriétaire de la marque Dinor, de participer au reportage et au plateau ce soir. Ils ont décliné notre invitation. Nous sommes avec vous. On va donc traiter les questions concernant le marché ensemble. Premièrement, on a parlé de la problématique de la qualité. Est-ce qu'il y a des normes dans la fabrication de l'huile de palme en Côte d'Ivoire? Ce qui concerne la Côte d'Ivoire, il est décidé que les normes qui touchent à la santé, à la sécurité et à l'environnement soient rendues d'application obligatoire. Mieux, l'État de Côte d'Ivoire, en 2005, après une étude du Programme national de nutrition, a constaté qu'une franche partie de notre population souffrait d'une carence de vitamine A. La carence en vitamine A crée des problèmes de vue et de cécité. Partant de ce principe, un arrêté interministériel a été publié rendant obligatoire la fortification ou l'enrichissement des huiles en vitamine A. Avec tout ça, est-ce que c'est facile finalement de produire de l'huile de palme en Côte d'Ivoire? C'est facile puisque la fortification a été étudiée avec tous les partenaires techniques à l'époque. Nous avons travaillé avec les industriels parce qu'il fallait avoir les équipements adéquats pour pouvoir enrichir les huiles qui sont produites en vitamine A. Il fallait avoir des équipements, il fallait avoir les prémices qui est la vitamine A qu'il fallait incorporer dans l'huile de manière équitable dans toutes les bouteilles qui sont vendues. Donc en réalité, l'huile devrait être fortifiée à un taux qui est bien connu, qui est de 8 microgrammes. Et vous avez le sentiment, monsieur Komoé, que c'est respecté, évidemment? Évidemment, nous avons des problèmes de contrôle. Étant entendu que nous avons une population à majorité analphabète, il est donc difficile pour cette population de pouvoir faire le distinguo, la différence donc entre une huile de qualité et une huile qui est sur le marché et qui présente, à n'en point douter, un danger pour la santé de ce dernier, même lorsqu'il pose un acte d'achat. Et donc, c'est ce rôle que nous, en tant qu'organisation de défense et de protection des intérêts des consommateurs, nous avons à jouer. Nous avons à informer le consommateur de faire très attention lorsqu'il pose un acte d'achat et que tout ce qui est sur le marché n'est pas forcément de qualité. Tout ce qui est dans un supermarché, dans une boutique, n'est pas forcément de qualité, surtout quand la conservation n'est pas faite. C'est d'ailleurs ce pourquoi les instruments dont dispose l'État, naturellement, permettent aux consommateurs, ou devraient permettre aux consommateurs, d'être en totale phase avec les commerçants en termes de protection de leur santé, en termes de surveillance du marché de la consommation, pour que ce marché soit plutôt inondé par des produits de qualité et non par des produits de contrebande qui sont aujourd'hui malheureusement le cas en Côte d'Ivoire. Alors sur la contrebande, est-ce qu'on a des moyens de sécuriser le marché? Est-ce qu'on a des moyens de suivre? Quelles sont les mesures qui sont prises pour pouvoir protéger le marché ivoirien? Au niveau de la CEDEAO, par exemple, il y a un circulaire qui a été publié par la douane qui stipule que tous les produits qui viennent hors de l'espace CEDEAO doivent forcément entrer sur le territoire national par la zone maritime ou aérienne. Visiblement, ce n'est pas respecté. Non, c'est respecté, c'est respecté. Par les contrebandiers, évidemment. Oui, les contrebandiers. Donc le contrebandier et l'administration qui est commise pour faire le contrôle, c'est le jeu du chat et la souris. Dans ce genre de circonstances, que font les consommateurs? Qu'est-ce que fait une association, une fédération qui défend le droit des consommateurs? Parce qu'en fait, nous, on ne sait pas ce qu'il y a dans l'huile. Nous nous sommes rendus compte qu'en Côte d'Ivoire, effectivement, la quantité de faux produits est importante que les produits locaux sur le marché de la consommation. Et l'enquête a effectivement révélé que sur le marché national, eh bien, nous avons une quantité d'huile issue qui proviennent de pays très souvent limitrophes. Je peux les citer et nous savons de quoi nous parlons, du Burkina, du Mali, de la Guinée-Conakry, mais également des produits qui viennent surtout de la Malaisie et de la Thaïlande et qui transitent naturellement par ces pays précités, sans que cela ne crée un intérêt pour les institutions de la République ayant en charge de le faire. Nous avons même l'impression que nos douanes, qui ont en charge naturellement de veiller sur l'économie nationale, laissent traverser ces produits sur le marché national, créant du coup
un dysfonctionnement, surtout en matière de concurrence, comparativement aux productions locales, aux producteurs locaux qui mettent sur le marché de l'huile de qualité, qui payent des impôts, qui emploient des consommateurs, dont les rémunérations nourrissent à leur tour d'autres consommateurs, dont le pouvoir d'achat permet à d'autres consommateurs de voir un peu le bout du tunnel. Du coup, il y a un risque sur la qualité de toutes les huiles qui sont disponibles sur le marché. Le risque est effectif. Il est effectif. Alors, on a des huiles d'importation également qui sont importées de façon légale. Et même, on l'a vu dans le sujet, je pense que vous en parliez pendant qu'on regardait le sujet, un monsieur qui dit que l'huile qu'il avait ivoirienne, huile de palme, est de qualité. Et pourtant, qui en plus de cette huile, décide également de prendre une autre huile qu'il utilise pour lui et l'autre pour sa famille. Alors, quelle est la perception finalement que les gens ont de l'huile de palme? Ce qui a guidé véritablement le choix du consommateur, c'est la présence du cholestérol dans l'huile. En réalité, le cholestérol n'existe pas dans l'huile. C'est un faux débat, la question du cholestérol. C'est un faux débat, parce que le cholestérol est d'origine animale. On ne trouve pas le cholestérol dans les produits qui sont d'origine végétale. C'est quand même étonnant, c'est que ceux qui communiquent sont particulièrement forts. Parce que plusieurs personnes ont le sentiment qu'il y a effectivement du cholestérol dans certaines personnes font croire, certains médecins font croire à certains patients que le cholestérol est à la base de certaines maladies. Certaines maladies. C'est archi faux. Le cholestérol ne se trouve pas dans l'huile. Ce qu'il dit, c'est une vérité, mais c'est mal dit. Alors, quelle est la part de vérité? La part de vérité, c'est qu'il n'y a pas de cholestérol dans les huiles. Toutes les huiles qui sont dans nos marchés ne contiennent pas de cholestérol. Je dis bien, le cholestérol fait partie des ostéoïdes, c'est-à-dire d'origine animale. Les dispositions de notre réglementation, le décret sur l'étiquetage dit ceci. Ne faites pas croire que votre produit a des caractéristiques particulières alors que tous les produits du même genre en possèdent. Ça veut dire quoi? Si vous dites que l'huile de palme est sans cholestérol, c'est comme si vous dites l'huile d'arachide contient du cholestérol. Donc, à cette époque, le ministère du Commerce avait verbalisé, sanctionné tous les acteurs qui étaient sur le marché. Mais aujourd'hui, on voit sans cholestérol un peu partout. Toutes les huiles, les gens mettent sans cholestérol. En ce moment-là, aucun producteur d'huile n'est pénalisé dans ce sens, puisque l'équilibre est rétabli. Alors, ça nous emmène à une question relative à la perception de la qualité chez le client. Et justement, ce dont parlait le personnage dans le reportage, il parlait de ce label de qualité. C'est un label qui s'intéresse à différents produits. Et récemment, avec 14 700 personnes qui servaient de sondés, on les a... Voilà, vous pouvez le voir même sur les images des personnes qui ont été sondées par cette équipe. Eh bien, ils ont eu des résultats sur la base de ce que préféraient les consommateurs. Est-ce que vous pensez que ça compte? Et je rappelle qu'ils ont un comité d'éthique. Voilà, où on a pu retrouver par la force des choses un représentant du groupe Sifka et un représentant du groupe Prosuma. Donc deux concurrents qui se réunissaient au sein de ce comité d'éthique. Alors, est-ce que vous pensez que c'est important ce genre d'initiative? Oui, on pourrait le dire tout de suite pour nous consommateurs, mais d'abord encore, si nous saluons l'existence d'une telle initiative, et nous devrons ajouter et nous empresser d'ajouter que cette initiative doit être accompagnée surtout dans sa certification par des experts, de véritables experts dans les différents domaines qui seront primés. Pour nous, pour l'heure, on ne se rend pas compte. Là, réellement, il y a quand même un comité d'éthique avec des personnalités. Vous savez, pour dire que telle qualité... Présidé par le... vous savez, c'est présidé par le ministère non, j'arrive. du Commerce. Nous avons contesté à l'époque. Ah bon? Oui, face au ministère du Commerce, nous avons dit le ministère du Commerce n'a aucun laboratoire. Donc, de quel moyen le ministère du Commerce peut dire que voilà, tel produit est meilleur que tel autre? Ces experts n'ont pas de compétences en droit de la consommation. Ils n'ont pas de compétences en matière de surveillance de marché. C'est le ministère du Commerce préside le comité d'éthique de ce label. Nous vous écoutons. À ce jour, quand bien même que le ministère du Commerce ne dispose pas de laboratoire, nos services de contrôle, notre direction de contrôle de la qualité, se réfèrent aux laboratoires nationaux et privés pour effectuer nos analyses. Nous avons des contrats avec certains laboratoires qui sont accrédités, qui procèdent aux analyses de nos échantillons que nous transmettons dans les laboratoires. Et c'est au vu de ces résultats que nous prononçons sur la qualité des produits. Nous n'avons pas de rôle pour dire tel produit est meilleur que tel autre, mais nous avons pour obligation de surveiller le marché en veillant à ce que tous les produits qui sont mis à marché soient conformes aux normes que l'État de Côte d'Ivoire s'est donné et que ces normes
qui sont rendus d'application soient respectés. Alors, j'ai quelque chose d'autre à vous proposer, un autre sujet. Vous le savez, le malheur des uns, dit-on, fait le bonheur des autres. Le constat au Mali, depuis près de 10 ans, les entrepreneurs locaux se sont lancés dans la production d'huile de coton raffinée. Un secteur qui compte aujourd'hui plus de 80 acteurs dans tout le Mali, comprenez 80 usines et donc 80 marques d'huile différentes. Dans une seule ville, la ville de Koutiala, située à 300 km environ de Bamako, 20 unités de raffinage sont installées. Elles emploient 3000 personnes. Leur avènement est consécutif à la chute de l'huilerie cotonnière du Mali, Huicoma. Cette usine détenue par l'État, qui produisait de l'huile de coton dont la faillite en 2008 a laissé la place à un secteur sinistré, eh bien, a été occupée par certains acteurs, des entrepreneurs maliens qui ont su saisir l'opportunité. Aujourd'hui, ils se frottent les mains. Quoi de plus normal lorsque le secteur bancaire malien fait la cour à ces nouveaux rois de l'huile de coton dans un pays où l'offre est largement inférieure à la demande. Partons tout de suite au Mali à la découverte de Koutiala, capitale malienne des huileries. Un reportage de Jean-Luc Bangbo, Oumar Yameogo et Noël Kouakou. Nous sommes au Mali, 19 millions d'habitants. Un quart de la population du pays vit grâce à la culture du coton. 600 000 hectares de champs, ce pays produirait plus de 150 000 tonnes d'huile de coton par an. À 350 km de Bamako, Koutiala, la capitale des huileries du Mali. Mohamed Daouda, éleveur de vaches et transporteur, a créé son huilerie il y a 10 ans. Que représente l'huilerie dans toutes ces activités que vous avez là? L'huilerie est au plein cœur de nos activités. Chaque activité a ses opportunités. Qu'est-ce que l'huilerie vous a permis de réaliser? Bon, je crois que l'huilerie nous a permis de faire beaucoup de réalisations. Beaucoup même, quoi. Je fais des immeubles aussi. L'huilerie nous a permis de nous donner beaucoup de facilités pour faire ce travail-là. Ça nous a permis aussi d'acheter des camions pour le travail des BTP aussi. Dans cette ville, tout le monde ou presque travaille dans le business de l'huile. 20 unités de production, 20 marques d'huile de coton. Koutiala produit plus de 50% de la production d'huile du Mali. Daouda emploie une centaine de personnes. L'huilerie que nous faisons, il y a beaucoup d'opportunités là-dedans, que la population bénéficie beaucoup. Il crée des emplois, il augmente les activités commerciales que nous faisons aussi, quoi. Daouda produit 4000 litres d'huile de coton par jour. Il veille à respecter au mieux les normes de qualité et d'hygiène imposées par le gouvernement. Entier, ça va bien. Non, moi j'ai habitué à ça. Ah, vous mettez vous-même la main à la pâte? Ouais. Ça, il faut connaître la chose, quoi. Au lieu de faire apprendre les gens, il faut que toi-même tu aies la connaissance du truc. Seulement voilà, depuis une dizaine d'années, nombreux sont les entrepreneurs qui se sont improvisés huiliers. Le business fait rêver, la demande est supérieure à l'offre. Ici à Koutiala, il y a plusieurs huileries qui sont installées comme vous ici. Alors comment vous gérez la concurrence locale au niveau entre vous et puis les huiles qui sont importées des autres pays? Actuellement, il n'y a pas de concurrence. Le Mali est vaste, très vaste. Je crois même s'il y a 100 huileries, on ne peut pas satisfaire à 100% les Maliens. Ça, c'est très clair. Si Daouda, comme tous les producteurs de Koutiala, s'est lancé dans la production d'huile, c'est qu'il a profité d'une opportunité. En 2008, la société d'huilerie cotonnière du Mali, Huicoma, a fermé ses portes. La cause, une mauvaise gestion. 700 employés se sont retrouvés sur le trottoir du jour au lendemain. Manifestations, sitting, grève de la faim en série. Nous sommes au siège du journal L'Indépendant, l'équivalent de Soir Info en Côte d'Ivoire. Yacouba, le rédacteur en chef,
a suivi de très près cette actualité. Aujourd'hui, il y a eu plusieurs employés qui ont perdu justement leur emploi du fait de cette situation. Quelles conséquences, quel impact la fermeture de cette huilerie a eu sur l'économie, sur la population de la région? Lugoma, c'est d'abord la ville de Koutiala. Lugoma, c'est la ville de Kouligoro. Lugoma, c'est la ville de Keta aussi. Donc, ils ont 3 cercles. Et pas n'importe quel cercle. Koutiala, quand même, c'est même plus grand que certaines régions du Mali. 80 à 90% de la population vivait directement ou indirectement de Lugoma. Avec les activités connexes et tout, vraiment, c'était le poumon de l'activité économique. Tout tournait autour de Lugoma. Les femmes, les jeunes, tout tournait autour de Lugoma. Et vraiment, avec la fermeture, ça crée trop de problèmes. Même à Kouligoro aussi, pareil aussi, parce que l'unité de raffinage était à Kouligoro. Donc une fois l'huile sortie à Koutiala, elle a été transférée à Kouligoro, il y a quelques kilomètres de Bamako, pour le raffinage. Donc il y avait une unité de raffinage et vraiment qui donnait l'huile de qualité. Et aujourd'hui, au Mali, on déplore l'absence de Lugoma parce que peut-être il y a eu beaucoup d'autres petites unités qui sont nées à la fermeture de ça. Et certaines ont pu récupérer certains anciens de Lugoma, mais comme vous savez, une petite unité privée ne peut pas payer ou ne peut pas remplacer un géant comme Lugoma. Voilà. Donc, que ce soit à Kouligoro, que ce soit à Koutiala, que ce soit à Kita, vraiment, les populations sont aujourd'hui vraiment dans l'angoisse totale par rapport à la fermeture de Lugoma. En 2005, pour faire face aux difficultés financières, l'État malien privatise Wicoma. 3 ans plus tard, l'opérateur privé ne relève pas le défi et ferme définitivement les portes de l'entreprise, sans même respecter le plan social mis en place par l'État. Pour la population, un travail dans une entreprise publique, c'est rassurant. Cela présume de nombreux avantages et d'un emploi à vie. Alors, les Koutialais, 8 ans après la fermeture, sont toujours amers. Huilerie cotonnière du Mali, Wicoma. Aujourd'hui, cimetière. Il n'y a rien ici, rien du tout. Mais les machines sont là-bas. Ils sont en place. Il suffit seulement que le gouvernement prend en charge. Ça va démarrer. Vous espérez toujours? Bon, si, on espère. On espère. Mokhtar a passé 20 ans chez Wicoma. Aujourd'hui, il travaille dans une des huileries privées de Koutiala. Une des 20 qui se partagent le marché de l'huile de coton. Une fois par mois, la Fédération des huiliers de la ville se réunit à l'abri des regards. La fermeture de l'entreprise publique bénéficie aux entrepreneurs, mais aussi à la population. La vingtaine d'huileries qui travaillent à Koutiala ici emploient déjà à peine 3000 personnes. 3000 personnes déjà, ce n'est pas à négliger. Donc au-delà de ces 3000 personnes aussi, il y a des femmes, chefs de famille, des veuves également, qui dépendent particulièrement de ces huileries-là, en termes de fabrication de savon. Donc celles-ci parviennent à soutenir leur famille, la scolarité des enfants et toute autre chose. Donc la création de ces unités-là, ça a un caractère beaucoup plus intéressant pour cette ville. Est-ce que justement le nombre de huileries que vous représentez, vous arrivez à satisfaire la demande nationale dans le lieu de table? Bon, réellement, ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Parce que la production que les unités locales font, ça ne peut pas approvisionner le marché malien en termes d'huile de consommation. Donc, il faut obligatoirement qu'il y ait l'importation. Ça, c'est évident. Il nous faut nous rabattre sur les pays voisins pour compléter nos approvisionnements. Donc il y a ces difficultés-là. Plus particulièrement, tout le monde se rabat d'abord sur la Côte d'Ivoire. Bon, chez vous aussi en Côte d'Ivoire, il y a un phénomène actuellement qui nous emmerde beaucoup. Parce que au début, lorsque la Côte d'Ivoire aussi n'avait pas de regard sur la graine de coton, il n'y avait pas de problème. Mais maintenant, l'avènement des huileries au Mali a fait que les Maliens se sont rabattus à la Côte d'Ivoire
et qui a fait aussi que ça a valorisé la graine de colza en Côte d'Ivoire aussi. Enfin, ça s'est jeté là-bas aussi. Avant aujourd'hui, ça s'est jeté en Côte d'Ivoire aussi. Mais le fait que les huiliers maliens se sont rabattus sur la Côte d'Ivoire pour s'approvisionner en graines de coton a fait également que la graine de coton a été révalorisée en Côte d'Ivoire aussi par les unités de production de la Côte d'Ivoire. Vous voyez? Voilà. Il y a 5 ans, la Côte d'Ivoire vendait en moyenne 22 500 francs CFA la tonne de graines de coton. Aujourd'hui, le pays la vend en moyenne 90 000 francs CFA, soit 4 fois plus cher. Jibril Manabia. Moi, je suis sur Rambi. Voilà. Ils se sont répartis en deux parce qu'il y a un autre magasin qui est de l'autre côté. Il y en a qui sont là-bas en train de décharger de la graine là-bas aussi. Sinon, ils vont dans au moins 60 personnes comme ça aujourd'hui. Quelle est la moyenne des salaires? Bon, ça varie entre 50 000 et plus 150 000. Les huileries de la place aujourd'hui, en termes d'emploi, ce que nous avons créé comme emploi, lui commencer ne peut pas créer ça, c'est pas possible. Quand lui commencer était sur le marché, au moins la graine pourrissait à travers le pays. Namakan est à la tête d'une de ces huileries. Il emploie 200 personnes. Son chiffre d'affaires, plus de 1 milliard de francs CFA. Ce modeste commerçant est devenu un notable de la ville. Quelque part, nous aussi, nous avons bénéficié des retombées de la fermeture de l'Icoma. Parce que nous avons repris sa place à lui. Donc, tu sais qu'en matière d'affaires, quand on est sur le même marché, bon, si quelqu'un s'éclipse, bon, le concurrent est... Je ne peux pas dire qu'il souhaite cela, mais quand même, vous voyez. Si pour Namakan, aujourd'hui tout va bien, il a dû investir 1 milliard de francs CFA dans ses machines de production. Les banquiers de la ville ont suivi ces entrepreneurs, flairant la bonne affaire. À Koutiala, on compte 16 banques différentes pour un peu plus de 200 000 habitants. Nous retrouvons Daouda. Il a rendez-vous chez son banquier. Objectif, faire un point sur ses financements en cours. Oui, ça va très bien. Et l'huilerie, ça va très bien. Ça va, les grenages, ça continue. Et l'aspect marché clientèle? Ça va très bien, ça va très bien. On n'a pas de problème pour ça. Quoi. Ouais. J'aurais appris effectivement que cette année, c'est l'huile qui marche plus. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous avez des marchés? On a des marchés. On a des marchés. Concernant l'aliment bétail? Ça marche aussi très bien. Ça marche très bien. En tout cas, cette année, on ne se plaint pas comme l'année dernière. Jusqu'à quel niveau vous pouvez financer une entreprise? En fait, une huilerie, ça dépend de sa capacité de production. Donc, on finance une huilerie en fonction de sa capacité de production. Vous savez que les huileries n'ont pas les mêmes tailles, parce qu'il y a des huileries qui ont 2 presses, il y a d'autres qui ont 4 presses, et en fonction des presses aussi, effectivement, on peut financer. Donc, plus une huilerie a une capacité productive assez importante, on peut financer. Et la capacité de production aussi est un élément important sur les mouvements d'affaires confiés au niveau de la banque. Donc, plus le mouvement d'affaires au niveau de la banque est important, on peut effectivement mettre en relation bancaire avec le client en question et qui nous donne des perspectives et des visibilités accrues sur l'activité. En finançant ces huileries, nous finançons d'autres types d'activités, tels que les vendeurs d'intrants, tels que les transporteurs, tels que les vendeurs de carburant, qui est un secteur aussi assez important. Et puis avec l'interdépendance des différents acteurs de l'économie, ça permet d'une manière générale de participer à plein souhait effectivement dans toutes les autres opérations. Depuis que vous êtes là, justement, quel est l'apport le plus important que vous avez eu à faire à un industriel? C'est des apports qui dépassent le milliard assez souvent pour des interventions dans ce secteur. Et voilà, ça fait tourner la banque, ça fait tourner l'économie locale et vraiment et tout le monde s'en sort en plein souhait. M. Diarra, vous avez déjà des concours de 1 milliard? Bon, mes demandes ne sont pas arrivées à ce chiffre-là d'abord. Mais je crois que si c'est arrivé à ce chiffre-là, ils vont le faire. Avec des banquiers aussi compréhensifs et un marché aussi dynamique, les huiliers koutialais ne peuvent être qu'ambitieux. Daouda pense déjà à agrandir son usine. Il y a le projet de l'agrandissement. Vous voyez la cour? Vous voyez la cour? Parce que l'État a nous fait bénéficier les cours là.
pour qu'on puisse faire un agrandissement, quoi, comme on veut. Vous voyez ici. On a un projet de faire au moins d'autres grands magasins. La raffinerie moderne, une savonnerie et d'autres projets en cours. Il faut coûter dans le coût de 1,1 milliard comme ça. Bon, on a fait étudier 2 fois. L'autre nous a donné 900 et quelques millions. L'autre 1,1 milliard environ. Daouda a un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard de francs CFA. Au Mali, il existe 80 huileries. Une concurrence rude, un manque de matières premières et une qualité de l'huile difficile à vérifier, faute d'un encadrement solide du secteur. Nous sommes de retour sur ce plateau avec nos invités. Alors, première question à vous. On vous a vu prendre note tout à l'heure lorsqu'on parlait de la valorisation du coton en Côte d'Ivoire grâce aux huileries du Mali. Alors, pourquoi vous preniez note? J'ai pris note parce que j'ai été véritablement choqué par le procès de fabrication de ces huiles. Aucune règle d'hygiène n'est observée. Même au niveau de la réception de la matière première. Permettez-moi de ne pas vous faire l'économie des insuffisances que j'ai relevées dans ce procès de fabrication, mais je dois dire d'ores et déjà, l'État, pour protéger la santé de la population, s'est donné quand même un arsenal juridique pour éviter que ce genre de choses ne se produisent dans notre pays. Là-bas, contrairement en Côte d'Ivoire, c'est des huiles à base de coton. Or, nous savons tous que dans ces pays, comme au Burkina et pas mal d'autres pays, le coton est fait à base d'OGM. Nous, en Côte d'Ivoire, en tant qu'organisation de défense des droits des consommateurs, nous protestons contre l'entrée des OGM en Côte d'Ivoire. On a également des usines qui produisent de l'huile raffinée à base de graines de coton. On est d'accord? En Côte d'Ivoire, non. Est-ce que vous connaissez cette usine qu'on appelle Oleol? Oui, nous en avons entendu parler. Et évidemment. Alors, elle existe. Elle produit une marque qu'on appelle Eclador, qui existe en Côte d'Ivoire, qui est faite exclusivement à base d'huile de coton. Donc, il y a un marché. Pas de coton à base d'OGM. Oui, donc, on est d'accord, mais il faut déjà savoir que ça existe. Oui, si ça existe, moi, peu importe la matière première, pourvu que le produit final respecte les normes de qualité. C'est le principe. Mais ce que je note également, pour nous, nous avons des dispositions pour pouvoir mieux protéger la santé des populations. L'innovation, c'est désormais d'exiger sur l'emballage des produits qui sont mis en marché, notamment par exemple les huiles, la marque ivoirienne NI. Les lettres? NI, norme ivoirienne, okay, qu'on doit désormais avoir sur les emballages. Deuxième chose, nous faisons la promotion, la certification des produits pour que les industriels aient une démarche qualité, pour que les produits qui doivent mettre sur le marché soient conformes aux normes. Aucun produit ne doit rentrer sur notre marché sans être accompagné d'une attestation de conformité ou d'une attestation par la reconnaissance mutuelle des... Alors, vous surveillez le marché. Est-ce que vous avez également surveillé cette usine dont on a parlé, Oleol Industrie, qui produit de l'huile de coton? Au niveau de l'administration du commerce, oui, nous n'intervenons pas directement dans le procès de fabrication. Non, au moins dans l'information que cette industrie existe et qu'elle travaille. Il y en a une à Korogo. Nous nous battons, nous, au niveau de la Côte d'Ivoire, pour que les huiles mises sur le marché national ne soient pas à base de coton, parce que nous craignons fort qu'à l'avenir, avec le coton, nous ayons des huiles sur le marché ivoirien à base d'OGM. Oui. Il revient aux consommateurs souvent d'alerter l'administration publique sur la nécessité d'intervenir lorsque nous constatons qu'un produit présente un danger à la santé de l'usager. Est-ce qu'on est d'accord que dès l'instant où le coton de Côte d'Ivoire, qui est en excédent, semble-t-il, puisqu'on en vend des graines au Mali, n'a pas d'OGM, est-ce que vous pensez que ça poserait problème qu'on produise de l'huile à base de coton? De l'huile à base de coton, en réalité, non. Mais nous craignons fort qu'à l'avenir, cette production d'huile à base de coton ne devienne une production d'huile à base de coton fabriquée avec des organismes génétiquement modifiés, que sont les OGM. L'huile de coton est quand même réputée pour être bonne. En réalité, que ce soit l'huile de palme ou l'huile d'arachide ou l'huile de coton, chacune des huiles a ses vertus, a ses qualités. Et en réalité, l'organisme humain a besoin d'un certain nombre d'éléments pour le bon fonctionnement de l'être, notamment la vitamine A, enfin toutes les vitamines d'ailleurs, les lipides, les protéines, les glucides, les sels minéraux,
l'eau, etc., etc. Pour l'heure, l'importance, il faut le relever tout de suite, c'est que la plupart de nos productions locales en matière d'huile est faite à base d'huile de palme. Est-ce que vous pensez que ce ne serait pas bien de diversifier? Parce que là, on a toute une manne financière qu'on voit au niveau du Mali. Quand vous suivez le reportage, on avait des graines qu'on jetait parce qu'il n'y avait pas d'industrie. Donc, c'est une véritable mine d'or. Bien sûr, je pense que c'est une opportunité. Il faut donner la possibilité à chaque consommateur de faire son choix. Celui qui veut de l'huile de coton, de l'huile d'arachide ou autre huile. Vous le ressentez comme ça aussi? Ah oui, sur un marché de consommation, il faut donc donner l'opportunité à chaque consommateur, comme vous l'avez vu dans l'élément avec le groupe Carrefour, qui, au-delà des huiles produites en Côte d'Ivoire, fait également de la promotion d'huiles importées. On sait que l'huile de palme a un rendement exceptionnel. Par demi-hectare, on produit avec le palmier à huile 10 fois plus que le soja, le tournesol et le colza. Pourquoi est-ce qu'on n'en produit pas plus? Plus quoi Plus d'huile de palme, parce qu'il y a tous les besoins de l'Afrique de l'Ouest qui ne sont pas comblés. Attention, vous parlez, il y a aussi un problème environnemental, on ne le dira jamais assez. D'ailleurs, c'est ce qui a suscité un certain nombre de préoccupations au niveau mondial. Effectivement, il y a un problème de déforestation parce que la production d'huile de palme nécessite donc la destruction de certaines de nos forêts. Au-delà de cet aspect, même si nous reconnaissons que l'huile de palme est de très meilleure qualité comparativement à l'huile de coton, à l'huile de tournesol et de toute autre huile, nous disons tout simplement qu'il y a un problème qu'il faut le reconnaître. J'ai failli vous demander si vous aviez un laboratoire. Il y a des conditions climatiques aussi qui provoquent la baisse de la production de la graine, ce qui a fait qu'aujourd'hui nous constatons une légère hausse du prix de la graine qui est passée à 30% d'augmentation. Voilà. D'ailleurs, vous constaterez que nos producteurs locaux de palmiers à huile, intellectuels qu'ils sont et mieux organisés qu'ils sont, c'est dommage qu'ils ne soient pas sur ce plateau, mais ils ont aligné le prix du marché local d'huile de palme au marché mondial. Ce qui est d'ailleurs un plus-value, un bénéfice énorme. Est-ce que c'est un bénéfice pour le consommateur? On achète en Côte d'Ivoire en local au prix du mondial. N'oubliez pas que les producteurs sont également aussi des consommateurs et qu'à travers leur travail du larbeur, ils nourrissent avec leurs revenus d'autres consommateurs. C'est avec cet argent qu'ils gagnent dans leur production d'huile de palme qu'ils naturellement mettent à l'école leurs enfants et tout ça. Donc l'un mis dans l'autre. Je pense que sur la question. Non, l'un mis dans l'autre. Alors qu'est-ce qu'on dit aux téléspectateurs? Ce que nous retenons, il faut que les prix montent pour qu'on puisse avoir. Ah non, pas du tout. Oui, je ne comprends pas le message. Il faut qu'on sache que les prix des produits sont libres. Sur la base de l'ordonnance 2013, les prix sont libres. C'est le jeu de l'offre et la demande qui détermine les prix. Cependant, il y a quelques produits, 5 grandes familles de produits dont les prix sont réglementés en Côte d'Ivoire. Il s'agit du prix du gaz butal, les tarifs publics de l'électricité, les livres scolaires primaires d'édition locale, le téléphone, les produits et spécialités pharmaceutiques. Voilà les 5 grandes familles dont les prix sont réglementés. À part ces 5 produits-là, c'est le jeu de l'offre qui demande la prix. Plus il y en a sur le marché, plus les prix baissent. Et donc, il faut donner la possibilité... Alors, quel avenir, finalement? Est-ce que vous pensez que sur ce secteur-là, le secteur de l'huile, on peut avoir plusieurs acteurs qui pourront peut-être contribuer à faire baisser les prix? Vous avez le plus gros opérateur qui est déjà sur le marché depuis plus d'une cinquantaine d'années. Vous avez un challenger qui arrive, mais qui n'a pas les mêmes engagements que le premier. Alors, il y a ce qu'on appelle le partage de la valeur ajoutée. Quand vous gagnez beaucoup, vous devrez pouvoir investir dans des œuvres sociales. Par exemple, construire des écoles, construire des hôpitaux. Le challenger ne le fait pas encore, nous le regardons. Et nous saisissons donc ce plateau pour lui demander que de tout ce qu'il gagne, qu'il les investisse un temps soit peu pour l'amélioration des conditions de vie des populations qui ne sont autres que leurs consommateurs, leurs clients, les usagers des services publics. Clairement, vous nous parlez du leader. Dans le cadre de la concurrence. En tout cas, nous paraît dirigé. Dans le cadre de la concurrence. Vous savez, j'aurais bien voulu avoir sur le plateau, j'aurais bien voulu qu'on ait sur le plateau, et soit les opérateurs leaders, ainsi que, par exemple, l'association ayant en charge de protéger leur secteur, qui joue le rôle du régulateur, et même des opérateurs qui ne sont autres que les planteurs. Ce qui m'étonne, c'est que vous partez sur une question de responsabilité sociétale, que vous voulez imposer à une entreprise qui n'a que quelques petites années. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas diriger une entreprise sans parler de responsabilité sociétale on est d'accord. que vous venez d'arriver.
J'ai indiqué que les prix sont libres. Je pensais que vous parleriez plus des consommateurs. Non, mais je parle des consommateurs. Oui. Quand on fait des routes, quand on fait des écoles, quand on fait des centres de santé, sur les questions de prix, l'État n'est pas silencieux là-dessus. Alors, l'État n'est pas silencieux. M. Yapi veut parler des prix. En dépit de la liberté des prix, l'État veille au grain. D'ailleurs, au niveau du ministère du Commerce, la direction de la concurrence, la lutte contre la vie chère, procède régulièrement à des relevés de prix pour voir quelles sont les tendances au niveau des prix. Baisse, hausse, stable, et nous fait le point. Si d'aventure qu'il y a une augmentation anarchique du prix, il y a la commission de la concurrence et la lutte contre la vie chère, qui est une structure du ministère du Commerce, avertit l'État, informe l'État pour que les prix soient bloqués pour un certain temps. Et ce temps ne doit pas excéder 6 mois. En tant que défenseur des droits des consommateurs, nous avons rencontré le challenger. Et les prix pratiqués aujourd'hui par le challenger ont été des prix suscités par les organisations de défense des droits et de protection des intérêts des consommateurs. De sorte que quand vous allez dans les supermarchés, vous verrez que le challenger n'a pas les mêmes prix que l'opérateur leader, qui a des prix un peu plus au-dessus du challenger. Mais nous ce que nous avons à faire, c'est d'œuvrer à ce que chacun joue un rôle. D'œuvrer à ce que les prix pratiqués, hier nous étions à 1400 francs le litre. Quand il y avait l'opérateur unique. Au niveau du challenger, que ces prix soient trop élevés? Ce que nous craignons, c'est que les prix restent toujours élevés pour le consommateur. Ce que nous demandons par contre, c'est d'amener le challenger à encore une fois revoir ses prix à la baisse. Puisque naturellement, il y pense naturellement et on en a parlé. C'est incroyable. Le leader qui est là depuis plusieurs années, on va partager le temps de parole. Est-ce que le leader qui est là, en baissant le prix, on va partager le temps de parole, depuis des années, qui a une vaste surface financière, qui pourrait faire des économies d'échelle, vous ne souhaitez pas qu'il y ait des réductions de prix sur l'ensemble des acteurs? Ce que nous recherchons, c'est d'encourager le challenger à titiller effectivement, pour employer les propres termes des responsables du challenger, de revoir ses prix à la baisse, au besoin même d'orienter les usagers, des consommateurs, à aller vers l'achat de ces produits. Parce que de plus en plus, voilà un opérateur qui est arrivé, il n'a même pas encore 5 à 10 ans, mais déjà qui détient 15% des parts de marché. Cela dépend des prix pratiqués. Et s'il revoit encore ces prix certainement à la baisse, nous sommes convaincus, ne serait-ce que de 10 francs, de 25 ou de 50 francs, les consommateurs dans leur ensemble, puisque nous savons que c'est des huiles de qualité, c'est des huiles fabriquées et dont la qualité n'est pas mise en doute par les institutions de la République, les Ivoiriens iront dans leur ensemble porter leur choix d'achat sur ce produit. Qu'est-ce que vous dites donc au leader? Mais le leader, qu'il comprenne que le temps du monopole est terminé, que le temps de l'exacerbation des consommateurs à travers des prix farfelus, c'est terminé. Et que de plus en plus, nous aillons ensemble dans une véritable concurrence qui permet à chaque acteur de tirer profit de ses activités, mais surtout aux consommateurs d'en bénéficier pour tout ce que nous faisons en termes d'actes d'achat pour les opérateurs. Il n'y a pas une meilleure conclusion de ce sujet que ce que vous venez de dire, parce que ça ouvre donc la porte à une véritable concurrence peut-être. À vous, je donne la parole. Le ministre a bien voulu, pour pouvoir écouter la population, a mis des numéros verts à l'écoute de la population. Vous avez le 80, 2 x 0, 099. Vous appelez, il y aura toujours quelqu'un au bout du fil pour écouter les plaintes des opérateurs économiques. Le ministère du Commerce également, dans sa mission de surveillance du marché, intervient par les enquêtes sectorielles. C'est-à-dire qu'à une période bien donnée, il y a un ensemble de produits que nous sélectionnons et à ce niveau, nous faisons les enquêtes. Nous agissons également par la plainte des opérateurs économiques, par des alertes. Aujourd'hui, nous avons une direction de la communication qui veille au grain. Tous les jours, recense les plaintes des opérateurs économiques, de l'association des consommateurs, de n'importe quelle personne qui n'est pas content des activités commerciales qui sont opérées, puisse alerter le ministère du Commerce. Et tous les jours, nous ouvrons nos mains, nous avons l'information. Aujourd'hui, hier, on nous a parlé du lait. Avant-hier, on nous a parlé du jus, etc. Le ministère du Commerce veille au grain, de telle sorte que le marché soit assaini. Merci, M. Yapi. Mesdames et messieurs, merci, M. Marius Komoé. C'est la fin de cette émission sur le marché de l'huile raffinée. Merci à tous. Et merci aux équipes de Made in Africa qui ont travaillé à la préparation de cette émission, aux équipes de production et aux moyens techniques de la RTI. On se donne rendez-vous le jeudi 9 mars avec un sujet sur le marché du transport. Les échanges se poursuivent sur notre page Facebook, Made in Africa 225, comme vous le savez, en un seul mot. Et vous pouvez toujours suivre le replay de ce numéro de Made in Africa sur notre site internet www.rti.ci. Merci et à la prochaine.